Tout au long de l'histoire, l'humanité a dû faire face à des énigmes qui défient toute logique. Des événements qui semblent ouvrir des fissures dans le tissu du réel et nous obligent à regarder vers un abîme où les certitudes brillent par leur absence. Parmi ces énigmes, rares sont celles aussi troublantes que les disparitions mystérieuses. Des personnes qui se sont volatilisées sans laisser de traces, des villages entiers qui ont disparu du jour au lendemain, des navires retrouvés vides en haute mer. Chacune de ces histoires porte le poids de la confusion et la douleur de ceux qui se demandent « Qu'est-il arrivé à leurs proches ?» Ce sont aussi des histoires qui possèdent un magnétisme difficile à ignorer. C'est dans ces absences impossibles que l'esprit humain commence à tisser des théories, allant des explications rationnelles aux hypothèses surnaturelles transmises de génération en génération. Mais ne nous précipitons pas. Cet iceberg de disparition nous invite à descendre couche par couche vers le cœur même de ces événements, des cas les plus connus aux plus sombres et troublants. Il ne s'agit pas seulement d'un rappel historique, mais d'un voyage vers la zone la plus effrayante de notre expérience collective. Là où la vérité se cache entre mythes, témoignages fragmentés et preuves incomplètes, soyez les bienvenus sur l'iceberg des disparitions mystérieuses. Au sommet de cet iceberg, nous avons choisi d'y placer une histoire très particulière. Dans ce récit, la personne disparue a finalement été retrouvée, bien que de nombreuses années plus tard. Cependant, la découverte de son cadavre n'a fait qu'accentuer les mystères. Pourquoi? Eh bien, pour que vous compreniez, j'ai besoin que nous retournions à l'aube du 9 août 2013. La nuit du jeudi précédent et les premières heures de ce vendredi-là, Brandon Lawson, un jeune homme de 26 ans originaire de San Angelo, a eu une vive dispute avec sa compagne. Ensemble, ils élevaient 4 enfants. Et Ledessa, la femme de Brandon, était particulièrement en colère contre lui, car elle pensait qu'il était retombé dans des addictions qui le rendaient violent et problématique. Fatigué d'être jugé et complètement hors de lui, Brandon est monté dans son véhicule en criant qu'il n'était pas un enfant pour qu'on le surveille ainsi. Ensuite, il était parti sans savoir que cela serait le point de départ pour lui, pour une affaire qui bouleverserait les États-Unis. Le plan de Brandon était censé être de conduire jusqu'à la maison de son père, à Crowley, à environ 3 heures de route. Mais quelque chose est arrivé en chemin et ses plans sont restés inachevés. En chemin, vers 1h du matin, quelque chose est arrivé au pick-up Ford 150 du jeune homme. Il a donc dû s'arrêter sur le bord de la route 277, près de Bronte, un village du comté de Coke. À partir de là, la chronologie des événements devient déconcertante. Brandon a passé une série d'appels téléphoniques qui sont aujourd'hui au cœur du mystère. Il a d'abord tenté de joindre son frère Kyle pour demander de l'aide, puis, confus et agité, il a appelé le 911. L'enregistrement de cet appel est devenu l'élément le plus troublant de l'affaire. Dans l'enregistrement audio, Brandon semble parler de façon précipitée, avec des phrases saccadées qui sont difficiles à comprendre. On peut l'entendre dire qu'il est au milieu d'un champ et que quelqu'un le poursuivait. Que s'est-il passé? Quoi? Il a également été clair sur le fait qu'il avait besoin de la police et il a décrit ce qui semblait être une urgence grave. L'opératrice, troublée par le ton et les propos confus, a tenté d'en savoir plus mais l'appel a été coupé. Lorsque Kyle et sa femme sont arrivés sur les lieux, peu de temps après, ils ont trouvé le pick-up de Brandon abandonné, avec les clés encore à l'intérieur et le réservoir d'essence vide. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de sang, ni d'indice évident qu'il ait été victime d'un accident. Brandon n'était tout simplement pas là. Mais ce n'est pas tout. Après avoir jeté un coup d'œil aux alentours, en supposant que son frère pouvait être perdu, Kyle est retourné là où se trouvait le camion, cette fois accompagné par des officiers. C'est alors que la chose la plus étrange s'est produite. Kyle a appelé Brandon et lui a dit qu'il était à côté de son Ford 150, ce à quoi Brandon a répondu qu'il voyait aussi le camion. Comment était-il possible que s'ils étaient tous les deux au même endroit, ils ne se voient pas, qu'ils ne se voient pas? Kyle a conclu que Brandon était sous l'emprise de drogue et voulait fuir la police, alors il a convaincu tout le monde de partir. Cependant, en revenant le matin et voyant que le véhicule n'avait pas bougé, un mauvais pressentiment l'a envahi.
Durant cette journée et les suivantes, police, famille et bénévoles ont activement recherché Brandon. Ils ont traversé la campagne, les buissons, les chemins de terre et les environs du fleuve Colorado. Ils n'ont absolument rien trouvé. Pendant des années, l'affaire est restée une énigme, alimentant des théories allant de la possibilité que Brandon ait été victime d'un crime à l'idée qu'il se soit aventuré dans la nature sauvage et ait succombé face à la nature. En 2022, tout a changé avec l'annonce de nouvelles découvertes. Des restes humains découverts dans une zone proche du lieu de la disparition ont été soumis à une analyse acide désoxyribonucléique. En 2023, les autorités ont confirmé qu'ils étaient à Lawson. Oui, son corps était resté là, caché dans la végétation pendant presque une décennie. Bien que la découverte des restes ait apporté une certaine clôture à la famille, la question essentielle reste sans réponse. Comment se fait-il que personne ne l'ait vu auparavant? Mais pourquoi Brandon a-t-il passé cet appel confus au 911? Que signifiaient ces paroles entrecoupées? De quoi ou de qui disait-il s'enfuir? Bien sûr, certains ont suggéré que pendant près de 10 ans, Brandon était resté piégé dans une sorte de dimension alternative. Comme si un portail s'était ouvert, l'avait englouti et avait recraché ses restes après une longue digestion. Quelles autres explications vous viennent à l'esprit pour ce cas? Pendant que vous y réfléchissez ou en discutez, je vous invite à descendre un niveau dans cet iceberg. Le 30 août 2013, quelques semaines après l'affaire Brandon Lawson, un autre jeune homme disparaît dans des circonstances aussi mystérieuses, mais dans un contexte totalement différent. Il s'appelait Brice Laspisa, il avait 19 ans et était étudiant en art au Sierra College de Rocklin, en Californie. C'était un garçon extraverti, doué pour le design graphique, de caractère joyeux et toujours entouré d'amis. Pour tous ceux qui le connaissaient, il n'y avait aucun signe évident que quelque chose de sombre était en train de se préparer. La dernière fois qu'il a été vu, Bryce conduisait son Toyota Highlander sur l'autoroute Interstate 5 en direction du sud de la Californie, où vivaient ses parents. Ce qui avait commencé comme un voyage apparemment normal s'est transformé en une succession d'événements de plus en plus déconcertants. Quelques heures avant de disparaître, Brice avait eu des comportements étranges. Sa petite amie, Kim Sly, a raconté qu'il s'était montré distant et qu'en partant, il lui avait soudainement remis quelques effets personnels, comme s'il anticipait un départ définitif. De plus, des amis proches ont mentionné qu'à cette époque, il consommait de l'Adderall, un médicament pour le trouble de l'attention qui ne lui avait pas été prescrit, et qu'il buvait également de l'alcool en excès. Durant la nuit du 29 août, Brice ne s'est pas dirigé directement vers le sud. A commencé à emprunter des routes sans raison apparente. Il a passé des appels à sa mère, Karen, dans lesquels il assurait que tout allait bien, mais son ton laissait transparaître quelque chose d'inquiétant. Il y a même eu un moment où un mécanicien d'une aire de service l'a aidé parce que Brice semblait désorienté, assis dans son véhicule pendant des heures, sans bouger. La nuit avançait et il restait là, comme s'il était piégé dans une sorte de limbe, incapable de décider de sa prochaine étape. Finalement, à l'aube du 30 août, son dernier mouvement connu a été enregistré. Le Toyota Highlander a été retrouvé renversé près du réservoir de Castaic Lake, à environ 145 km de la maison de ses parents. Le véhicule était dans une position qui suggérait qu'il était descendu délibérément par un chemin escarpé, percutant une barrière en béton avant de se renverser. Dans la voiture, aucune trace de Brice. Son portefeuille, ordinateur portable et téléphone y étaient toujours. Tout était là sauf lui. Les recherches ont commencé immédiatement. Hélicoptères, chiens, pisteurs et plongeurs ont fouillé le réservoir et ses environs. Ils n'ont trouvé aucune trace, ni empreinte, ni reste, ni objet personnel en dehors de ceux qui étaient restés dans la voiture. Le plus troublant, c'est que malgré les opérations intensives qui ont été menées et prolongées pendant des jours, Brice semblait s'être évaporé. Les théories se sont vite multipliées. Certains estiment que l'accident était une tentative du garçon de se suicider, qui ne s'est pas passé comme prévu. Ils suggèrent que Brice aurait pu être désorienté après l'impact et se serait aventuré dans les collines voisines, se perdant jusqu'à mourir sans jamais être retrouvé. Une théorie plus troublante avance que quelqu'un l'aurait intercepté après l'accident et que sa disparition n'aurait pas été volontaire.
Enfin, certains affirment que le jeune homme n'était pas dans le véhicule au moment de l'accident. Ce ne serait qu'une mise en scène pour faire croire à sa mort. Pour ceux qui soutiennent cette théorie, Brice essayait simplement de refaire sa vie ailleurs, sous une autre identité. À ce jour, plus d'une décennie plus tard, le sort de Brice Laspissa reste un mystère. Ses parents continuent de le chercher, s'accrochant à l'espoir que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, leur fils soit toujours en vie. Le vide laissé par sa disparition est encore plus angoissant. Parce que, tout comme dans le cas de Brandon Lawson, il y a eu des signes, des avertissements, indiquant que quelque chose d'étrange se passait, mais personne n'a pu les comprendre à temps. Tout cela aurait-il pu être évité? Il est trop tard pour le savoir, mais il n'est pas trop tard pour continuer. Êtes-vous prêts? Eh bien, parce que nous allons plonger un niveau plus bas dans cet iceberg, où la confusion se mêle à des images qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar. L'affaire Lars Mittank est l'un de ces cas qui glacent le sang, car contrairement à d'autres, celui-ci a été enregistré en vidéo. Celle de Lars Mittank. Ces caméras de sécurité appartiennent à l'aéroport de Berna, en Bulgarie, et ce jeune homme qui va d'un côté à l'autre s'appelle Lars Mittank. Pendant son séjour, le jeune homme de 28 ans a attiré l'attention de plusieurs personnes. Pourquoi? Par moments, on le voyait désorienté et confus. En réalité, beaucoup d'autres n'ont pas trouvé cela étrange. Il n'est pas illogique de se sentir ainsi dans un aéroport. Parfois, le stress ou l'adrénaline d'un voyage, surtout si nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, peuvent jouer contre nous. Pour Lars, la situation serait plus grave. Né à Berlin le 9 février 1986, il entretenait une relation très particulière avec sa mère. Son père avait subi un accident vasculaire cérébral grave et sa mère s'était appuyée sur lui pour pouvoir continuer la routine de la maison. La situation avait été douloureuse, comme vous pouvez l'imaginer, mais tous deux avaient réussi à s'en sortir grâce à l'amour et à la persévérance. Au-delà de cela, Lars aimait beaucoup le football et passait beaucoup de temps avec ses amis. Ces deux facteurs finiraient, d'une certaine façon, par façonner sa destinée tragique. En 2014, le jeune homme a organisé un voyage avec des camarades avec qui il regardait des matchs. Après un bref débat, ils ont décidé que la destination serait le complexe touristique Golden Sands, situé dans la Bulgarie déjà mentionnée. Les préparatifs étaient remplis d'enthousiasme. Le 30 juin, tout le monde est monté dans l'avion avec de grandes attentes. Des attentes qui n'ont pas du tout été déçues lorsqu'ils sont arrivés sur la côte de la mer Noire. Les paysages étaient éblouissants, l'hébergement était luxueux et l'aventure semblait réunir tous les ingrédients pour devenir tout simplement inoubliable. Et elle le serait, même si ce serait pour les raisons les plus inattendues. Tout n'était que plaisir, sorties et conversations agréables, du moins jusqu'à une semaine après l'arrivée. Le 5 juillet, Lars et deux amis sont allés dans un bar de la plage. C'était un endroit qui se vantait d'avoir de bons cocktails et de la bonne musique. Et ni la musique ni les boissons n'ont manqué, mais il y a eu quelque chose de plus. Un téléviseur diffusait les quarts de finale de la Coupe du Monde 2014. Comme nous l'avons déjà mentionné, Lars et ceux qui l'accompagnaient étaient de grands amateurs de ce sport, alors ils se sont assis aussi près que possible de l'écran. Avec l'intention claire de profiter du match, même si la rencontre opposait les Pays-Bas au Costa Rica, Lars s'est soudainement retrouvé à discuter avec un autre jeune homme qui se trouvait également là. Aucun d'eux n'avait de préférence particulière pour l'une des équipes, mais la discussion est montée d'un cran en quelques secondes. Avant que les esprits ne s'échauffent de façon irréversible, Lars a préféré rester silencieux, faisant preuve de sa personnalité plutôt pacifique. Ainsi, l'affaire est restée une simple anecdote. Alors qu'il retournait à l'hôtel, le groupe d'amis s'est arrêté dans un McDonald's pour manger quelque chose. Lars a décidé de les attendre dehors, prétextant qu'il n'avait pas faim. Les deux autres sont sortis de l'établissement du Grand M quelques minutes plus tard et ont eu une surprise. Lars n'était plus là. Après avoir envisagé plusieurs options, ils ont poursuivi vers l'hôtel, pensant que l'autre, peut-être en urgence, les avait devancés. Mais Lars n'était pas là, et il n'arriverait dans sa chambre que quelques heures plus tard. Ses amis, à ce moment-là très inquiets, lui ont demandé ce qui s'était passé. Ébahis, ils ont écouté le jeune homme expliquer qu'il avait ressenti le besoin urgent de retourner au bar pour arranger les choses avec la personne avec qui il s'était disputé. Avait-il l'air en colère? À cela, déjà étrange, il ajouta un détail encore plus curieux. Lars a dit qu'en arrivant sur place,
il est tombé sur 4 hommes russes qui, engagés par son adversaire, l'avaient attaqué sans pitié. Il s'était touché l'oreille avec douleur. Il était censé avoir reçu un coup de poing à cet endroit et il ne se sentait pas bien du tout. Pourquoi Lars, habituellement solidaire et pacifique, avait-il agi si impulsivement? Ils ignoraient tout sauf qu'ils devaient l'accompagner à l'hôpital, ce qu'ils ont fait. Le médecin n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'analyses pour poser son diagnostic. Effectivement, Lars avait une rupture du tympan. Le grand problème, c'était que dans cette situation, non, il ne lui était pas conseillé de prendre l'avion à cause de la pression que cela implique. Les amis avaient déjà acheté leurs billets de retour, mais ils ont rapidement proposé de les annuler et de rentrer en bus. Lars a ri et leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils rentreraient seuls et qu'ils pouvaient garder leur plan. En fait, il en profiterait pour rester quelques jours de plus. Les autres ont accepté et lui ont dit au revoir. Il ne le reverrait plus jamais. Lars, resté seul, consulta un autre spécialiste qui confirma le diagnostic et lui prescrivit préventivement l'antibiotique Ceforuxime 500. Cet antibiotique réduirait l'inflammation, préviendrait les infections et lui permettrait de prendre l'avion sans souci avant son opération dans son pays. Tout étant sous contrôle, le jeune homme acheta le médicament et chercha un logement économique près de l'aéroport pour repartir le lendemain. Non, il n'est pas très clair ce qui s'est passé à l'hôtel Collor, où il a passé la nuit. Mais le lendemain, Lars ne serait plus le même. Non. Selon ce qui a filtré, le jeune homme a passé la nuit à errer dans le hall de l'hôtel. Puis, à un moment donné dans la nuit, il est sorti mystérieusement pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Cela reste un mystère. Lorsque l'aube s'est levée, il a pris un taxi qu'il a arrêté en agitant désespérément les bras. Dès l'aéroport, il montrait des signes évidents de paranoïa. À un moment donné, il a appelé sa mère et lui a demandé d'annuler ses cartes de crédit, car il pensait que quelqu'un voulait le voler. Avant que l'autre ait pu dire quoi que ce soit, il avait déjà raccroché. Plus tard, il lui a envoyé un message disant « Qu'est-ce que le Ceforuxime 500 ?» Lars se méfiait-il du médicament qu'on lui avait donné? Ceforuxime 500 de juillet 2014, et le jeune homme avait totalement perdu le contrôle de lui-même. Vers 9h30, il entre dans le cabinet médical de l'aéroport où il est pris en charge. Un médecin a confirmé la blessure à l'oreille, mais l'a déclaré apte à prendre l'avion. Lars, nerveux, a appelé sa mère une dernière fois pour lui dire qu'il refusait de le laisser partir. Ensuite, sans raison apparente, probablement effrayé par un homme qui travaillait là, il a murmuré « Je ne veux pas mourir ici ». Aussitôt après, il s'est mis à courir, laissant derrière lui tous ses bagages. Comme on pouvait le voir sur les caméras du terminal, Lars a couru devant les comptoirs d'enregistrement et de bagages. Ralentissant à peine, il a traversé le parking puis a continué sa course, allant même au-delà de la clôture du site. Comment a-t-il sauté la barrière de plus de 2 mètres de haut qui était surmontée de fils barbelés? On pense qu'il l'a fait parce qu'il était dans un état second. On l'a cherché plusieurs jours avec des drones et des chiens spécialisés dans la détection de cadavres. À ce jour, Lars reste introuvable. Il n'avait pas d'antécédents de problèmes mentaux ni de consommation de drogue, et il n'a pas non plus été possible de confirmer que le médicament qu'il prenait avait des effets indésirables pouvant expliquer ses actions. La conclusion? Tout un mystère. Quelqu'un le suivait-il vraiment ou le jeune homme sombrait-il dans une démence imprévisible? Nous ne le savons pas, tout comme nous ne savons pas ce qui est arrivé à Asha, une fillette de 9 ans qui se trouve au niveau suivant de cet iceberg. Le 14 février de l'an 2000, alors que dans une grande partie du monde, on célébrait la Saint-Valentin. Une famille d'Ashelby, en Caroline du Nord, a commencé à vivre un cauchemar qui reste ouvert jusqu'à aujourd'hui. Aja Degree, fillette de 9 ans, a disparu dans des circonstances défiant toute logique. La nuit précédente avait apparemment été normale. Aja et son frère O'Brien se sont couchés tôt après être rentrés de l'église et avoir fait leurs devoirs. Vers minuit, ses parents ont vérifié qu'ils allaient bien et que la fillette était en sécurité, tous réunis. Cependant, quelque chose s'est produit aux premières heures de la matinée. Selon l'enquête, vers 2h30 du matin, O'Brien a entendu des bruits et a remarqué qu'Aja se levait du lit. Pensant qu'elle était aux toilettes, il s'est rendormi. En réalité, la petite fille est sortie de la maison dans l'obscurité et sous une forte tempête. Elle portait des vêtements légers, rien d'adapté à la pluie glaciale de cette aube-là.
À cette heure-là, plusieurs automobilistes circulant sur la autoroute 18 ont affirmé avoir vu une petite fille marcher seule sur le bord de la route. Certains ont fait demi-tour pour l'aider, mais en s'approchant d'Aja, elle a couru vers la forêt et a disparu parmi les arbres. Est-ce que c'était la dernière fois que quelqu'un l'a vue vivante? La nouvelle de sa disparition a déclenché une recherche immédiate. Des volontaires, des chiens, des pisteurs et des hélicoptères ont inspecté chaque mètre de la zone, mais ils n'ont trouvé aucune trace. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y avait aucun signe de mauvais traitement, ni d'une personne qui l'attendait. Elles sont simplement parties. Elle est sortie de chez elle sans raison apparente, comme si quelque chose d'invisible l'avait poussée à partir. Un an plus tard, en août 2001, la première piste concrète est apparue. Un sac à dos d'Aja a été retrouvé enterré dans un sac plastique à environ 50 km de chez elle. À l'intérieur, il y avait des effets personnels et des livres. Personne n'a pu expliquer comment il était arrivé là ni pourquoi il avait été enterré de cette façon. Avec le temps, l'affaire n'a fait que devenir plus obscure. Le FBI a participé à l'enquête, qui reste ouverte à ce jour. Toutes sortes de théories ont vu le jour. Depuis que Aja aurait pu s'enfuir de son plein gré, jusqu'à la possibilité que quelqu'un l'ait trompée pour la faire sortir de chez elle puis l'ait enlevée. Cependant, aucune hypothèse ne dispose de preuves définitives. Les parents d'Aja, qui jusqu'à aujourd'hui entretiennent sa mémoire avec des veillées et des campagnes publiques, sont confrontés chaque 14 février à un anniversaire marqué par la douleur et l'incertitude. Le contraste est brutal. Alors que d'autres célèbrent l'amour, eux se souviennent de la nuit où leur fille a marché seule vers l'obscurité et n'est jamais revenue. En novembre 2020, Marcus Mellon, condamné pour délits sexuels contre mineurs. 6 ans plus tôt, il a écrit une lettre au Shelby Star affirmant que Degree avait été assassiné et qu'il savait où la trouver. 2 mois plus tard, le shérif du comté de Cleveland, Alan Norman, a annoncé que les affirmations de Mellon avaient mené à une nouvelle impasse. Dans le rapport de l'affaire, il a été révélé qu'il avait été assassiné, révélé dans le rapport de la police. Le rapport indique qu'il a été tué par sa mère, selon la police, qui a révélé l'information. L'affaire a révélé qu'il a été tué par sa mère, d'après la police. À partir d'ici, nous quittons la surface et les choses commencent à devenir de plus en plus troubles. Le 2 janvier 2000 à Nashville, Caroline du Nord, Seth Quinn, 18 ans, quitte son travail chez Walmart pour retrouver un ami et voir une voiture à acheter. Il n'est jamais rentré chez lui. Ce qui semblait au départ être un plan de routine est devenu l'une des affaires de disparition les plus déconcertantes et étranges de ces dernières décennies. Cet après-midi-là, il a rencontré un collègue de travail, Robert Jason Owens, qui devait l'emmener voir une Mitsubishi Eclipse que Seth était intéressé à acheter. Tous deux ont pris la route, mais à un moment donné du trajet, quelque chose d'inattendu s'est produit. Selon Owens, Seth a reçu un message sur son beeper et, en le lisant, il est devenu nerveux. Il a stoppé la voiture et lui a dit de partir tout de suite. Il est parti précipitamment et n'a jamais été revu vivant. Le plus inquiétant s'est produit ensuite, 2 jours plus tard, le 4 janvier, il n'est pas venu travailler. Un membre de sa famille a reçu un appel téléphonique à son nom annonçant à tort sa maladie. La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de Seth, mais celle de Jason Owens. Lorsque les autorités l'ont interrogé, Owens a affirmé qu'il lui avait demandé de passer cet appel comme un service, mais son histoire semblait peu crédible. Le 16 janvier, 2 semaines après la disparition, l'enquête a pris un tournant troublant. La voiture de Seth a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un hôpital local. À l'intérieur, il y avait une série d'objets qui semblèrent provenir d'une scène soigneusement préparée pour semer la confusion. Un chiot vivant, une bouteille de soda vide et une veste qui n'appartenait pas à Seth. De plus, un symbole de lèvres rouges était peint sur la vitre arrière de la voiture, comme si quelqu'un avait voulu laisser un message symbolique ou moqueur. La scène, au lieu d'éclaircir les faits, a renforcé le mystère. Pourquoi la voiture était-elle là? Qui avait laissé ces objets? Et que signifiaient ces lèvres peintes sur la fenêtre? Aucune explication logique n'a réussi à relier tous les éléments. L'affaire est longtemps restée au point mort, nourrissant de nombreuses théories.
Certains désignaient Jason Owens comme principal suspect, étant donné sa proximité et ses multiples contradictions dans son témoignage. D'autres évoquaient la possibilité que la disparition soit liée à une jeune femme avec laquelle Seth souhaitait entamer une relation, ce qui aurait pu provoquer des tensions avec des personnes proches d'elle. Le temps a passé, mais la vérité a commencé à émerger de façon fragmentée. En 2017, près de 20 ans après la disparition, Jason Owens a été officiellement accusé de meurtre dans cette affaire, de nouvelles preuves l'ayant directement lié au crime. Owens purgeait déjà une peine pour l'homicide d'un autre couple en Caroline du Nord, ce qui a renforcé l'idée que son rôle dans la disparition de Seth n'était pas fortuit. Le 25 juillet 2022, plus de 22 ans après la disparition de Quinn, Owens a plaidé coupable de la charge mineure de complice de meurtre au premier degré. Owens a affirmé que son oncle avait été engagé pour assassiner Quinn par le petit ami d'une femme pour laquelle Quinn avait manifesté un intérêt romantique et qu'il avait aidé son oncle à dissimuler le meurtre. L'oncle d'Owens, décédé en 2017, n'a pas pu être interrogé pour corroborer cette version. Comme vous pouvez l'imaginer, l'absence de preuves concrètes et irréfutables a laissé toute cette affaire en suspens. Et si Owens s'était simplement confessé comme complice pour obtenir des faveurs en prison, pouvait-on se fier à son témoignage? Malgré ces accusations officielles, le corps de Seth n'a jamais été retrouvé. Ses parents et ses proches n'ont toujours pas d'endroit où pleurer sa perte, ni la certitude absolue de ce qui s'est passé cette nuit de janvier. Avec l'affaire de Frederick Valentich, nous descendons d'un cran de plus dans cet iceberg vers un territoire où ce qui est troublant n'est plus seulement la disparition, mais aussi le contexte énigmatique qui relie les événements. Avec l'inconnu. Le soir du 21 octobre 1978, Frederick Valentich, un jeune pilote australien de 20 ans, monta à bord de son avion Cessna 182L pour effectuer un vol d'entraînement. Le plan était simple, décoller de Moorabbin, dans le Victoria, et se diriger vers l'île King en survolant le détroit de Bass. Un trajet qui n'aurait pas dû durer plus de 2 heures. Mais ce vol ne s'est jamais terminé. Cette affaire se distingue car la disparition a été suivie d'une communication en temps réel. Alors qu'il survolait le détroit, Valentich est entré en contact avec le contrôle aérien de Melbourne pour signaler quelque chose d'extraordinaire. Il disait qu'un objet volant le suivait. Dans l'enregistrement officiel de cette communication, diffusé et analysé à ce jour, on entend Valentich décrire ce qu'il voit. Des lumières vertes se déplaçant à grande vitesse, un appareil métallique qui semble orbiter au-dessus de son avion et un comportement aérien impossible pour tout aéronef connu. Les dernières minutes de la conversation sont glaçantes. Valentich affirme que l'objet n'est pas un avion et qu'il est maintenant en train de l'entourer. Il dit que son moteur tombe en panne. Puis, soudainement, on entend un bruit métallique étrange, un bourdonnement qui dure plusieurs secondes et la transmission est coupée. Il n'y a plus jamais eu de contact avec Frederick Valentich. Des opérations de recherche ont immédiatement été déployées. Avions, bateaux et hélicoptères ont sillonné la zone du détroit de Bass pendant des jours. Ils n'ont trouvé aucune trace de l'avion, aucun signe d'accident, ni de débris flottant sur l'eau. C'était comme si le pilote et son appareil avaient été effacés, rayés de la carte. L'affaire est vite devenue un foyer de théories. Les plus sceptiques soutiennent que Valentich a pu se désorienter et s'écraser en mer, ou même simuler sa propre disparition, pour fuir et débuter une nouvelle vie ailleurs. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne concorde vraiment. Aucun débris ni preuve n'a jamais été retrouvé pour étayer de telles explications. D'un autre côté, ceux qui croient aux phénomènes aériens inexpliqués soulignent que ce qu'a rapporté Valentich correspond à de nombreux témoignages d'observation d'objets volants non identifiés en Australie. À cette époque, en particulier dans la région du détroit de Bass. L'enregistrement de sa communication est pour eux la preuve la plus convaincante qu'il s'est retrouvé face à face avec quelque chose qui n'appartenait pas à l'aviation conventionnelle. Et à ce moment du récit, il est nécessaire de souligner un détail. D'après son père, Guido Valentich croyait fermement aux objets volants non identifiés et craignait d'être attaqué par eux. En fait, 6 jours avant sa disparition, Valentich a discuté avec sa petite amie, Rhonda Rushton, de la possibilité qu'une soucoupe volante l'emporte. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si l'homme ne souffrait pas de délire paranoïaque,
Ou s'il pressentait ce qui allait lui arriver, avait-il des preuves pour affirmer que des êtres d'une autre planète viendraient le chercher? Pour les fonctionnaires du département des transports d'Australie occidentale, Valentish s'est désorienté et a vu ses propres lumières reflétées dans l'eau. Avec cela, ils ont voulu clore l'affaire. Des décennies plus tard, en 2014, des fragments métalliques sont apparus sur une plage de Cape Otway qui ont été analysés par les autorités. Il n'a pas été possible de confirmer à 100% qu'il venait bien de l'avion du sujet. Certains experts ont estimé qu'il s'agissait d'une possibilité hautement probable. Pendant ce temps, la disparition de Frédéric Valentish reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation et de l'ufologie. Pour le prochain niveau, explorons le mystère du Mary Celeste, une affaire emblématique de l'histoire navale. Une énigme qui non seulement a bouleversé le monde au 19e siècle, mais qui est aussi devenue un symbole universel des disparitions inexplicables en haute mer. Le 4 décembre 1872, le navire britannique Dei Gratia naviguait dans l'Atlantique Nord à environ 400 milles des Açores lorsque son équipage aperçut une goélette qui semblait dériver. C'était le Mary Celeste, un navire marchand américain parti de New York quelques jours plus tôt pour Gênes, en Italie. La découverte semblait d'abord routinière, mais ce que les marins trouvèrent en montant à bord devint l'une des histoires les plus troublantes et célèbres de la navigation. Le Mary Celeste était en parfait état de navigation. Ses voiles étaient déployées, bien que légèrement endommagées, et la coque était en excellent état. Dans la cale, la cargaison d'alcool industriel était presque intacte. Les vivres et provisions étaient au complet, suffisant pour nourrir l'équipage pendant plusieurs mois. Aucun signe de lutte, de sang ou de violence n'a été relevé. Le capitaine Benjamin Briggs, son épouse Sarah, leur petite-fille Sophia et les 7 marins qui composaient l'équipage avaient disparu sans laisser de traces. Le plus étrange, c'est que tous les objets personnels étaient toujours à bord. Vêtements, documents, même les jouets de la fillette. Le seul élément manquant était le canot de sauvetage. Le journal de bord a été retrouvé en ordre, avec des annotations normales. Jusqu'au 25 novembre, soit à peine 9 jours avant la découverte du navire, il n'y avait rien qui indiquait de graves problèmes. Tout semblait se dérouler normalement. Au fil des ans, le mystère du Mary Celeste a suscité de nombreuses théories. L'une des théories les plus acceptées suggère que le capitaine Briggs, craignant une explosion à cause des vapeurs d'alcool stockées dans la cale, a ordonné à l'équipage d'abandonner momentanément le navire. Cependant, cette explication ne convainc pas totalement. Pourquoi un capitaine expérimenté abandonnerait-il un navire parfaitement navigable au milieu de l'Atlantique? D'autres hypothèses vont de la mutinerie ou des attaques de pirates à des phénomènes surnaturels. À la fin du 19e siècle, des journaux sensationnalistes ont même lié l'affaire à des monstres marins ou à des enlèvements extraterrestres. Le Mary Celeste a été ramené au port par l'équipage du Dei Gratia. Après des enquêtes officielles, on n'a jamais pu déterminer ce qui est arrivé aux personnes à bord. Le navire a continué à naviguer pendant des années, mais il a toujours porté cette réputation de navire maudit. L'un de ses nouveaux capitaines l'a délibérément détruit, de façon criminelle, près des côtes d'Haïti en 1885, dans une tentative de frauder la compagnie d'assurance. Petite anecdote, l'histoire du Mary Celeste n'aurait pas eu un tel impact dans la culture populaire si Arthur Conan Doyle, qui créera plus tard Sherlock Holmes, n'avait pas écrit sur cette affaire dans un journal de l'époque. Cependant, son récit était rempli d'exagérations et de passages complètement inventés, dans le but de créer un récit plus attrayant et qui s'imprimerait rapidement dans l'esprit de ceux qui le lisaient. Il est probable que beaucoup de ce que nous savons aujourd'hui sur le Mary Celeste ne soit pas exact, et tout cela à cause de l'auteur de nombreux des meilleurs romans policiers. Plus d'un siècle et demi plus tard, l'affaire reste l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Et même si nous sommes intéressés à continuer d'explorer l'affaire du Mary Celeste, nous allons l'abandonner pour plonger d'un niveau de plus dans cet iceberg où les choses deviennent vraiment sombres. Maintenant, nous allons découvrir une affaire où non pas un, mais 2 équipages ont disparu. En 1845, 2 navires quittèrent l'Angleterre pour un objectif alors jugé titanesque mais possible. Découvrir le fameux passage du Nord-Ouest,
la route reliant l'Atlantique au Pacifique via les eaux glacées de l'Arctique canadien. L'expédition était commandée par le capitaine expérimenté Sir John Franklin, un officier de la Royal Navy avec des décennies de service et une réputation d'explorateur respecté. Les navires, le Her Majesty's Ship Erebus et le Her Majesty's Ship Terror, représentaient ce que la technologie victorienne pouvait offrir de mieux. Renforcés avec du fer pour affronter les glaces, équipés de moteurs à vapeur adaptés et avec des provisions suffisantes pour plusieurs années. Tout indiquait que la mission avait de grandes chances de réussir. Ce fut le début d'une des disparitions les plus troublantes de l'histoire de l'exploration. Les deux navires ont été aperçus pour la dernière fois dans la baie de Baffling en juillet 1845. À partir de là, tout contact a été perdu. La Royal Navy attendait des nouvelles, mais les mois passaient et aucun rapport n'arrivait. Ce qui, au début, pouvait être interprété comme un simple retard, s'est vite transformé en alarme. L'expédition avait disparu au cœur de l'Arctique, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Avec le temps, les expéditions de sauvetage ont commencé. Des navires ont été envoyés dans différentes directions, explorant des îles et des canaux gelés. Ce qu'on a découvert n'était pas le triomphe de l'exploration, mais un récit fragmenté de désespoir. Des témoignages de communautés inuites parlaient de navires pris dans les glaces, d'hommes affamés errant en groupes de plus en plus réduits, de corps qui tombaient un à un dans l'infinité blanche. Sur l'île du Roi Guillaume, on a retrouvé des restes qui ont confirmé le pire. En 1846, les navires restèrent prisonniers des glaces et l'équipage, incapable de les dégager, se retrouva bloqué dans un désert isolé. Des documents dans une boîte en fer indiquaient que Franklin était mort en 1847 et que les hommes restants, affaiblis par le scorbut, la tuberculose et l'intoxication au plomb provenant des provisions en conserve, ont tenté une marche désespérée vers le sud. Aucun n'a survécu. Plus troublantes encore furent les découvertes ultérieures, des ossements humains portant des marques suggérant des pratiques de cannibalisme. Une conclusion qui, à l'époque, a horrifié la société victorienne. Pour beaucoup, il était impensable que des officiers britanniques aient eu recours à quelque chose d'aussi macabre, mais les preuves archéologiques semblaient le confirmer. Pendant plus d'un siècle, le destin des navires est resté mystérieux. Le Her Majesty's Ship Erebus n'a été retrouvé qu'en 2014, étonnamment bien conservé sous l'eau. 2 ans après, en 2016, le Her Majesty's Ship Terror a été découvert dans des conditions semblables. Comme figés dans le temps, ils ont scellé en silence la fin tragique de l'expédition. Aujourd'hui, certains s'affirment qu'il y a encore des membres de cet équipage qui n'ont jamais été retrouvés et que nous ne pourrons jamais connaître avec certitude les détails des mésaventures que ces hommes ont dû affronter. Le mystère de Franklin n'est pas seulement le récit d'une disparition, mais aussi le reflet de l'arrogance humaine face à la nature. C'est le risque que courent les pionniers comme la protagoniste du niveau suivant de l'iceberg. Le 2 juillet 1937, le ciel du Pacifique est devenu le théâtre de l'une des disparitions les plus célèbres du 20e siècle. Amelia Earhart, pionnière de l'aviation et symbole d'indépendance à une époque dominée par les hommes, entreprenait avec son navigateur Fred Noonan l'étape la plus dangereuse de son ambitieux projet de faire le tour du monde en avion. Son avion, un Lockheed Electra Dix-E, avait décollé de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à destination de la minuscule île Howland, un point presque invisible au milieu de l'océan. Cette étape était cruciale, plus de 4000 km d'eau sans repères visuels. Là où une erreur de calcul pouvait signifier la différence entre atterrir avec succès ou se perdre à jamais dans l'immensité. La transmission radio d'Amelia ce jour-là reflète clairement la tension croissante. Dans ses messages, on remarquait la difficulté à établir le contact avec le navire garde-côte United States Ship Itasca, chargé de les guider. Ces derniers mots témoignaient de son angoisse. Je cite, « Nous sommes sur la ligne 157-337, nous devrions être au-dessus de vous, mais ne vous voyons pas. » Puis le silence. Ils ne sont jamais arrivés sur l'île, on ne les a jamais revus. La disparition a lancé l'une des recherches les plus intenses de l'histoire de l'aviation. Des navires, avions et explorateurs ont traversé des milliers de kilomètres d'océans et d'atolls pour trouver un indice. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des spéculations. Les théories se sont multipliées.
La théorie principale affirme que l'avion a manqué de carburant et s'est abîmé en mer, disparaissant dans un abîme introuvable. D'autres chercheurs se tournent vers l'île Garnar, aujourd'hui Nikumaroro, où des ossements humains et des restes d'objets découverts dans les années 1940 pourraient avoir appartenu aux aviateurs. Une hypothèse plus conspirationniste suggère qu'Amelia a été capturée par les Japonais alors qu'elle tentait d'atterrir en urgence sur l'une de leurs bases, devenant ainsi une prisonnière secrète. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, Amelia Earhart n'a jamais terminé sa traversée. Sa disparition a fait d'elle une légende. Son nom demeure icône du féminisme, de l'aviation et l'un des plus grands mystères non résolus du siècle dernier. Mais laissons son histoire reposer en paix et descendons au niveau suivant. Ici, non seulement l'obscurité règne, mais le climat devient aussi oppressant. Il est temps de se poser une question cruciale. Une colonie entière peut-elle vraiment disparaître? En 1587, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants a quitté la côte d'Angleterre avec un rêve audacieux, établir une colonie permanente dans ce qu'on appelait alors la Virginie, un territoire sauvage et à peine exploré, sous la direction de John White, homme de vision et d'art, qui avait documenté les paysages et habitants autochtones d'Amérique du Nord. Les colons ont débarqué sur l'île de Roanoke, située au large de ce qui est aujourd'hui la côte de la Caroline du Nord. À leur arrivée, ils ont découvert un territoire luxuriant, des forêts denses et des rivières serpentant à travers la végétation. La promesse de terres fertiles et d'opportunités uniques leur a donné espoir. Mais la réalité du Nouveau Monde se manifesta rapidement. La nourriture était précaire. Les maladies et les conflits avec les tribus locales créaient une atmosphère de tension constante. Et la distance avec l'Angleterre faisait de chaque décision un pari de vie ou de mort. John White est retourné en Angleterre quelques jours seulement après son arrivée pour obtenir plus de provisions et de renforts. Son départ, nécessaire, annonçait la suite. La guerre avec l'Espagne et le manque de navires retardèrent son retour de 3 ans jusqu'en 1590. Lorsqu'il a finalement pu revenir, la colonie qu'il avait laissée prospère était vide. Les maisons étaient debout, les clôtures en bois intactes, mais il n'y avait aucune trace des habitants. Le seul indice était un mot gravé sur un arbre, Croatoano. Ce message énigmatique et bref a été interprété de diverses façons. S'étaient-ils installés sur l'île croatoane voisine? Ont-ils été victimes d'une attaque? La réponse s'est perdue, comme le mystère de la colonie. Depuis lors, la disparition de Roanoke a suscité diverses théories. Examinons-en certaines. Certains pensent que les colons ont pu rejoindre des tribus locales, apprendre leurs coutumes et adopter leur mode de vie pour survivre. Des preuves partielles suggèrent que certains groupes indigènes présentaient des traits européens dans les années suivantes, mais il n'y a jamais eu de confirmation définitive. Une autre hypothèse suggère que les colons auraient tenté de rejoindre le continent pour trouver de meilleures terres, mais se seraient perdus dans les forêts et rivières. La difficulté du terrain et l'absence de cartes précises ont fait qu'ils ont disparu sans laisser de traces. Certains historiens spéculent que des affrontements avec des tribus hostiles ou même avec d'autres colons pourraient avoir conduit à leur disparition forcée. Mais aucun vestige de combat ni preuve de massacre n'a été retrouvé. La région connaissait déjà les ouragans, tempêtes et maladies inconnues des Européens. La faim, le climat difficile et les maladies ont pu décimer la colonie et disperser les survivants. Malgré des siècles d'exploration archéologique, la colonie de Roanoke reste un mystère. Vestiges de structures, fragments d'outils. Des artefacts dispersés ont été découverts, mais aucun ne permet de reconstituer le destin final des colons. Chaque découverte renforce la fascination et la perplexité, faisant de Roanoke le symbole de l'énigme historique. On a aussi retrouvé des journaux intimes et d'autres indices finalement faux, montrant que certains voulaient profiter de ce tragique événement. Le mot trouvé sur l'arbre, Croatoan, est presque devenu légendaire dans la culture populaire. Certains disent que ce même mot est apparu à d'autres endroits, qui ont également été le théâtre de disparitions. Une légende raconte que c'est le dernier mot prononcé par Edgar Allan Poe avant sa mort. Que s'est-il passé dans cette colonie et durant ces derniers jours? Étaient-ce les colons ou d'autres personnes qui ont laissé cette expression énigmatique sur le tronc d'un arbre?
Aucune de ces questions n'a de réponse, bien que nous puissions affirmer une chose. Le cas de Roanoke n'a pas été le seul. Descendons d'un niveau de plus. Dans les vastes étendues du nord du Canada se trouve la lointaine colonie inuit d'Anjikuni, au bord d'un lac qui porte le même nom. C'était un endroit oublié par la modernité, où la vie suivait le rythme de la glace et de la chasse, où chaque jour demandait des efforts et du respect pour la nature environnante. C'était l'hiver 1930 lorsque Joël Abel, un trappeur canadien, se retrouva dans cette région aussi inhospitalière que majestueuse. La préparation des pots et le retour à son campement. Cependant, ce voyage de routine allait bientôt devenir un récit presque légendaire au fil des années. Lorsqu'Abel arriva au village inuit, quelque chose l'arrêta immédiatement, un silence qui ne pouvait pas être naturel. Abel observe la zone, de plus en plus perplexe. C'était comme si tout le village avait disparu de la surface de la terre en un instant, ne laissant derrière que les échos d'une vie brusquement interrompue. L'homme essaya de trouver un signe de violence, une trace de lutte, mais il ne trouva rien. Non, pas de sang, aucun signe d'évacuation forcée, c'était un mystère absolu. Ce qu'Abel avait vu parvint aux journaux canadiens et américains, et bientôt l'histoire du village fantôme d'Anjikuni commença à faire le tour du monde. Journalistes, enquêteurs et curieux ont cherché des explications. Certains ont proposé que les Inuits avaient été victimes d'une épidémie soudaine, bien qu'aucun registre ne confirmait de mort massive. D'autres ont spéculé sur des enlèvements par des criminels ou même par des forces inconnues, tandis que certains se sont tournés vers le surnaturel. Des années plus tard, les enquêtes officielles ont tenté de vérifier les faits, mais la documentation était rare et contradictoire. Les expéditions au lac Anjikuni n'ont trouvé aucune preuve concluante. La localité était si isolée qu'il existait peu de registres. Certains experts estiment que les médias sensationnalistes de l'époque ont sans doute exagéré l'histoire. Aujourd'hui, le lac Anjikuni et sa région restent inhospitaliers et silencieux. Le vent glacial balaye les rives, les animaux chassent et se cachent, et le mystère du village disparu continue de planer au-dessus des eaux glacées. Et de ces eaux, nous allons bondir vers les sommets, car, ironiquement, le dernier niveau de cet iceberg se déroule dans les cieux. La nuit du 7 mars 2014 à Kuala Lumpur, l'aéroport vivait au rythme habituel d'un grand centre de correspondance. Des lumières clignotent sur le tarmac, des annonces multilingues, des valises sur les tapis roulants et des familles se quittent entre accolades et gestes pressés. Au milieu de l'agitation, 239 personnes sont montées à bord du Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, le vol Malaysia Airlines 370 à destination de Pékin, de la ville. Certains étaient des voyageurs d'affaires, d'autres des touristes, des étudiants, il y avait même des familles entières. L'équipage, expérimenté et entraîné, effectuait ses routines avec précision, contrôle de la cabine, vérification des instruments et salutations aux passagers avant le décollage. Rien ne laissait présager que ce voyage de 6 heures deviendrait un mystère mondial. L'avion s'est élevé doucement dans l'obscurité de la nuit. Les passagers se sont installés dans leurs sièges. Certains dormaient, d'autres révisaient leurs itinéraires ou regardèrent des films. L'équipage a commencé son service habituel. Repas, boissons et le sourire aimable qui accompagnait les premières minutes du vol. Depuis le cockpit, les pilotes contrôlaient la trajectoire, tandis que les lumières de Malaisie s'estompaient en dessous et que l'avion entrait dans le calme froid de la mer de Chine méridionale. Tout semblait normal jusqu'à environ 1h19 lorsque le contact avec les contrôleurs aériens a disparu. La communication radio a soudainement cessé et les radars civils ont perdu le signal du Malaysia Airlines 370. Au départ, on a cru à un souci de communication temporaire, une panne mineure que les protocoles d'aviation pouvaient régler. L'incertitude a augmenté après la découverte du changement inexpliqué de trajectoire de l'avion. Tournant vers l'ouest, s'éloignant du couloir aérien prévu, traversant la péninsule de Malacca et se dirigeant vers le sud-ouest de l'océan Indien, une zone isolée et presque inaccessible.
Pendant ce temps, à la surface, familles et autorités ont pris conscience de la gravité de la situation. La nouvelle s'est rapidement propagée. À Pékin, les aéroports et les consulats tentaient de contacter les passagers. À Kuala Lumpur, la confusion et l'angoisse augmentaient à chaque minute qui passait sans aucune nouvelle. Les médias, les réseaux sociaux et l'opinion publique étaient remplis de questions. Comment un avion moderne pouvait-il disparaître sans laisser de traces? Que s'était-il passé à l'intérieur de ce cockpit? À des milliers de kilomètres, les équipes de recherche faisaient face à un défi monumental. Retrouver un Boeing 777 perdu dans l'océan, c'était comme chercher une aiguille dans un champ de glace sans repère. Des navires et des avions ont commencé à parcourir de vastes zones de la haute mer, équipés de technologies sonars, de radars à longue portée et de systèmes de communication par satellite. Les données d'Inmarsat, une société de satellites, ont fourni le dernier indice. L'avion a continué à voler pendant des heures, consommant du carburant, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Chaque relevé satellite soulevait davantage de questions que de réponses. Un vol qui semblait délibérément dévié, mais avec des motifs irresponsables, inconnus. Pendant que les équipes de secours fouillaient les eaux, l'histoire des passagers et de l'équipage commençait à prendre une dimension humaine. Chaque disparition, individuelle, collective. Il n'y avait pas de survivants, aucun corps retrouvé dans les premiers jours, seulement un vide qui s'élargissait à chaque heure qui passait. L'incertitude s'est transformée en douleur et la douleur en frustration, aussi bien pour les familles que pour les enquêteurs. Au fil des mois, des fragments de l'avion ont commencé à apparaître, entraînés par les courants marins vers les côtes de l'Afrique et diverses îles de l'océan Indien. Une aile, un morceau de fuselage, qui confirmait le crash de l'avion sans résoudre l'énigme de la déviation. Des experts internationaux ont examiné chaque fragment pour détecter une défaillance mécanique, un sabotage ou une explosion, mais aucune preuve claire n'a été trouvée. Les théories se sont multipliées. Certains ont suggéré des défaillances catastrophiques, d'autres ont évoqué un acte délibéré. Dans le cockpit, on a évoqué des détournements, des interventions extérieures et lancé des débats. L'équipage a perdu le contrôle de l'avion sans trace. On a découvert que 2 passagers avaient un faux passeport, qu'un des pilotes avait fait des simulations dans lesquelles il déviait de la trajectoire exactement comme cela s'était produit, et bien d'autres choses encore. Plus on enquêtait, plus de zones d'ombre inexplicables apparaissaient. Chaque hypothèse était examinée en détail, mais le mystère restait entier. Le vol Malaysia Airlines 370 est devenu le symbole de l'énigme contemporaine de l'aviation. Une question à laquelle technologie, science et recherche ne peuvent toujours pas répondre. Aujourd'hui, des années après ce 8 mars 2014, le Malaysia Airlines 370 continue de flotter dans la conscience collective comme un spectre. Chaque nouvelle découverte, chaque fragment retrouvé apporte un petit fil de vérité, suffisant pour reconstituer toute l'histoire. L'océan continue de garder son secret et le vol Malaysia Airlines 370 reste suspendu. Entre la tragédie, le mystère et la fascination donnant vie à la fin de cet iceberg, merci. Les disparitions, qu'il s'agisse de personnes, de navires ou de colonies, nous rappellent une vérité. Rien n'est aussi sûr ni permanent qu'on le croit. Un jeune homme disparaît dans une forêt glacée, un avion s'évanouit dans l'océan, un navire retrouvé à la dérive sans équipage. Une colonie entière disparaît, ne laissant qu'un arbre avec un mot gravé. Chacun de ces événements nous rappelle que ce que nous considérons comme stable, protégé et compréhensible peut disparaître en un instant. Ces histoires nous montrent à quel point la vie humaine est fragile face à la nature, au temps et à l'imprévisibilité du monde. Cela nous enseigne que même les plans les plus minutieux, les routines les plus sûres et les structures les plus solides peuvent disparaître sans avertissement, ne laissant derrière eux que le vide et des questions. Chacun de ces récits nous confronte à notre impuissance face à l'immensité et à l'inconnu. Ils nous obligent à admettre que malgré notre savoir et notre technologie, nous ne maîtrisons ni la Terre, ni la mer, ni le temps. En définitive, la disparition dans sa forme la plus pure est un rappel qu'il est illusoire de croire que nous avons des réponses à tout ce qui se passe autour de nous.